Yaurana Kawanui, comment réduire sa facture d'électricité? Ah, vous voulez savoir, hein. Tout en ayant un impact bien sûr positif sur l'environnement, nous verrons ensemble les bonnes pratiques, les outils disponibles et le rôle de la réglementation énergétique. Avec nos invités, nous avons Émilie Vigneault, chargée d'études de la DPE, de la Direction polynésienne des énergies, Yarana. Yorana. Nous avons aussi Théo Ruffier-Paradis, chargé de mission transition énergétique à l'ADEME, Yarana. Yorana. Et enfin, Axel Micheux, qui est gestionnaire de l'espace Info Énergie Tahiti, qui on parlera d'énergie aujourd'hui. Yarana, Yorana. vous l'aurez compris, on va donner beaucoup de bonnes astuces pour réduire votre facture d'électricité dans Manava, votre émission Info Service. La Polynésie française consomme chaque année des centaines de millions de kilowatts. Bon, c'est normal jusqu'ici. Des initiatives d'énergie permettent non seulement de réduire les factures, mais aussi de limiter son impact sur l'environnement. Pour donner un exemple concret, on a le SWAC du CHPF qui a permis d'économiser 5,7 milliards de francs et couvrir 2% des besoins électriques de Tahiti. Ces chiffres montrent qu'investir dans la transition énergétique peut avoir un impact immédiat et concret. Justement, pour comprendre un petit peu tout ça, on commence avec toi, Théo. Comment notre consommation d'énergie a un impact sur l'environnement? On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans le domaine. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte. Je vais rester très général Bien sur, sûr. sur ça pour pas passer 3 heures sur le sujet. Mais grosso modo, en Polynésie française, la consommation énergétique est principalement d'origine fossile, à plus de 90% d'après les études de l'Observatoire polynésien de l'énergie. Et en brûlant ces énergies fossiles, on émet des gaz à effet de serre qui vont s'accumuler dans l'atmosphère et provoquer le réchauffement climatique. En partie, il y a d'autres causes du réchauffement climatique, mais la principale, c'est les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, si on résume aussi, toujours dans le résumé, hein, pour pas trop rentrer dans les points de vue techniques, si on fait attention à notre consommation d'énergie, on a moins d'impact sur l'environnement. Moins d'énergie consommée, c'est moins d'énergie fossile consommée également, donc moins d'émissions. Ça permet directement de répondre à la prochaine question, mais Emilia, on va le voir ensemble. Comment remédier à cet impact au Fénois, c'est de pouvoir faire attention à plein de petites choses finalement qui viennent grossir nos factures d'électricité, augmenter notre consommation et in fine avoir un gros impact sur l'environnement. Oui, alors il faut avoir en tête qu'en Polynésie, il y a environ 60% des hydrocarbures qui sont importés, qui sont utilisés pour le transport, principalement transport terrestre, maritime et aérien. Mhm. Et les 40% restants, ils sont utilisés pour la production d'électricité. Donc pour remédier à cet impact au Fénois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ah, c'est une très bonne initiative de ne pas Donc, consommer. non, mais dans un premier temps, je pense Oui. il faut agir sur ses besoins et peut-être repenser nos manières de se déplacer, nos manières de construire, d'habiter, d'utiliser nos équipements électriques. Dans un second temps, s'équiper avec des équipements performants Mhm. qui permettent de moins consommer en rendant un service équivalent. Et dans un troisième temps, s'il est possible, de passer sur des modes de production issus d'énergies renouvelables. D'accord. Voilà, donc ça, la démarche dont je viens de parler, c'est la démarche Négawatt. Et ça, on peut tous l'appliquer, autant les particuliers que les entreprises ou le secteur public. Transition parfaite, on va rester sur les particuliers pour l'instant et on va se tourner du côté d'Axel. Comment est-ce que l'espace info énergie accompagne justement les particuliers dans ce changement? Ok, ben, nous, on accompagne gratuitement les ménages dans la compréhension et dans la réduction de leurs factures d'été. Mhm. On organise aussi des événements tout au long de l'année, que ce soit la fête de l'énergie ou le challenge Taraniwira Mhm. sur la réduction de leurs factures d'électricité. Puis aussi, on met en place petit à petit des permanences dans les communes où les familles elles peuvent directement venir nous voir avec leurs questions. Ou alors on est disponible par mail ou par téléphone où les ménages peuvent nous contacter si elles ont des questions précises sur leur facture. J'ai effectivement des questions précises, mais on va le voir après, puisque dans le discours d'Émilie juste avant, on parlait des particuliers, mais aussi des entreprises, Théo. Ces entreprises qui représentent une bonne part de la consommation énergique en Polynésie française, comment est-ce qu'elles peuvent participer à ce changement? Les entreprises, on s'arrête pas miraculeusement de consommer de l'énergie quand on est au bureau ou dans son travail. Mhm. Il y a les efforts à faire à la maison, mais il y a aussi des efforts qui sont faisables en entreprise. Donc, l'ADEME accompagne beaucoup les différents entrepreneurs polynésiens, peu importe le secteur, dans la réalisation d'audits énergétiques
qui vont permettre d'avoir une sorte de photographie de la consommation de ces entreprises et de comprendre l'origine de ces consommations et où est-ce qu'il y a des économies potentielles à réaliser. On a pu voir sur tous les audits qui ont été menés que les principaux postes de consommation, tous secteurs confondus, c'est les process industriels, donc la production de biens, la climatisation, le matériel informatique et l'éclairage. Et aussi l'usage de froid dans la restauration, l'hôtellerie par exemple. Mais si on prend que les bureaux, la climatisation passe à 50% du besoin de la consommation totale en énergie des entreprises, plus focalisées sur l'administratif, les mairies par exemple aussi. Et du coup, en tant que salarié, employé de bureau, on a vraiment un potentiel énorme d'économie à réaliser juste en améliorant, en changeant notre comportement. Donc si je comprends bien avec ces audits, etc., cette photographie finalement des consommations, vous allez pouvoir voir que là, vous consommez beaucoup, alors que normalement, il n'y aurait pas besoin d'autant de consommation. Et c'est comme ça que vous accompagnez les entreprises à se dire, tu parlais de climatisation un peu plus tôt, de pouvoir limiter la climatisation ou ne serait-ce que juste l'éteindre quand on parle du bureau. Ça peut avoir un réel impact sur les entreprises et donc sur leur impact. Exactement. Et à chaque fin d'audit énergétique, c'est pas nous qui réalisons les audits, on finance une partie de la prestation, bien sûr. Mais le prestataire qui réalise l'audit, en fin d'audit, va émettre des recommandations d'actions qui sont plus ou moins coûteuses, plus ou moins rentables sur la durée. Et l'action qui est toujours la plus rentable, celle qui ne coûte rien, c'est de la sensibilisation auprès des employés. Après, il y a plein d'autres de mesures, dans genre de l'investissement du matériel performant, dans des chauffe-eau solaires par exemple, qui sont plus du ressort de l'entreprise dans ce cas-là. Mais la sensibilisation touche vraiment directement les employés, donc les gens de tous les jours et les Polynésiens. Alors avant de voir ça justement, on parle de réglementation. Est-ce qu'il y a justement une réglementation, Émilie? Il y a le code de l'énergie. Comment est-ce qu'il encadre la consommation énergétique finalement? Alors oui, donc on a un code de l'énergie, mais ce code-là, il fixe les principes généraux de la politique en matière d'énergie. Il vient organiser le secteur, fixer des dispositions relatives à la production, le transport et la distribution d'énergie. Il n'encadre pas vraiment la consommation. Dans ce code, on va retrouver un objectif, c'est celui de 75% d'énergie renouvelable dans le mix électrique de la Polynésie en 2030. Donc c'est à cet objectif qui est fixé, mais il n'y a pas d'objectif de réduction de la consommation. Allez, fini le teasing. Maintenant, on rentre vraiment dans les petites astuces qui vont peut-être vous être utiles à la maison. Axel, premier point pour baisser sa consommation d'électricité. Par exemple, à la maison, pour tout un chacun, peut-être ceux qui nous regardent à la maison. On parle des éco-gestes, la démarche Négawatt. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la démarche Négawatt, Emilia en a un petit peu parlé plus tôt, elle va reposer sur 3 piliers. C'est simple. Donc, le premier pilier, ça va être la sobriété, qui nous amène à réfléchir à ce dont on a réellement besoin et à adapter nos gestes au quotidien. Donc justement avec les éco-gestes qui sont des gestes simples qu'on peut mettre en application même à la maison, comme éteindre la lumière ou penser à bien régler ou éteindre sa clim quand on n'est pas à la maison. Puis après, le deuxième pilier, ça va être l'efficacité, donc qui vise à utiliser moins d'énergie pour un même usage. Donc là, ça va être plus avec aller chercher des appareils qui sont plus performants et plus adaptés. Et ensuite, le troisième pilier, ça va être les énergies renouvelables. Donc ça va être comment produire cette énergie de façon moins polluante et plus durable, donc avec des panneaux solaires ou des chauffe-eau solaires. C'est vrai que les deux premiers points que tu as cités, Émilie, on en avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais me vient une question par rapport à ce que Théo disait. On était vraiment sur les climatisations pour les bureaux, donc les entreprises. Pour les particuliers, il y a des appareils qui consomment le plus. Et comment est-ce qu'on peut optimiser, mis à part en le changeant par exemple, comment est-ce qu'on peut optimiser leur usage? La première chose que je pense, c'est le frigo. Il est tout le temps allumé. Est-ce que c'est l'objet qui consomme le plus? Alors, c'est vrai que le poste de froid ménager, donc c'est la consommation des réfrigérateurs et des congélateurs, c'est un des postes de consommation élevés des logements, mais finalement, c'est très variable d'un logement à un autre. D'accord. C'est très variable d'un logement à un autre parce que ça dépend des équipements qui équipent le logement. Ça dépend de la manière dont on s'en sert et ça dépend du nombre d'utilisateurs. Donc, les équipements qui consomment le plus, on va retrouver le chauffe-eau électrique. Si vous avez un chauffe-eau électrique... Ah oui, je me souviens de ma facture d'électricité du mois dernier. Oui, donc chauffe-eau électrique. Ouais, on va retrouver le chauffe-eau électrique. On va retrouver la climatisation. Ok. Complètement la climatisation. Après, ça dépend de l'usage, à quel point elle est sollicitée.
Et pour ceux qui ont des piscines aussi, clairement, la piscine à la maison, ça fait une belle différence sur la facture d'électricité. Bon, ça va, j'ai pas de piscine à la maison là-dessus, je touche du bois encore. Théo, c'est important de pouvoir débrancher les appareils en veille. En tout cas, c'est une phrase que j'entendais souvent, mais dans la réalité, c'est le cas, ça peut changer même un petit peu une consommation électrique. Je pense qu'honnêtement, tous les gestes et tous les efforts qu'on peut faire sont importants, surtout que débrancher des appareils en veille, c'est vraiment un effort qui est minime, surtout qu'il y a des façons simples de le faire. Par exemple, prendre une multiprise avec interrupteur. Quand on va se coucher le soir, par exemple, la multiprise sur laquelle est branchée la télé, la box, la console de jeu, on peut tout simplement l'éteindre et la rallumer le lendemain quand on a vraiment besoin de ces appareils. Prix indépendamment, c'est sûr, ça va pas être les plus grosses économies qui vont impacter réellement, mais petit à petit, ça s'accumule et ça aura un effet sur la facture. Pour te donner une idée, un appareil aussi qui consomme beaucoup, qui vient pas de source, en tout cas, il ne me venait pas comme une évidence, c'est la fontaine à eau, par exemple, dans la maison, Ah oui, qui a une résistance électrique également pour la partie eau chaude. Donc cette résistance électrique peut être débranchée si on ne fait pas forcément un usage de l'eau chaude et garder juste la partie froide. Et là, on va faire des économies sur ça. Avec ce que tu dis, on a eu le chauffe-eau électrique tout à l'heure, la climatisation. Dès qu'il y a un changement de température, dès qu'il y a un appareil qui fait changer la température, il y a potentiellement plus de consommation électrique. Toujours pour apporter la chaleur justement au fluide qu'on essaie de refroidir ou de chauffer. Alors, une expérience que j'ai menée moi-même à la maison, c'est vis-à-vis, Axel, des ampoules. Mhm. Donc, changer les vieilles ampoules de la maison qui datent de la Seconde Guerre mondiale à des ampoules LED qui consomment beaucoup moins, ça peut faire un grand changement. Alors les LED, elles consomment en moyenne 40% de moins que les ampoules Ah oui, fluorocompactes. quand même. Ok. Ouais, et jusqu'à 85% de moins que les ampoules à incandescence. Mhm. Puis là où ça va vraiment faire une grande différence, ça va être sur leur durée de vie. Elles sont en moyenne 35 à 5 fois plus longues, enfin leur durée de vie est plus longue que d'une ampoule classique. Mais après, ce qui est le plus important, c'est toujours comment est-ce qu'on va se servir de cette ampoule-là. Est-ce Mhm. qu'on va bien penser à éteindre les lumières en quittant la maison? Est-ce qu'on va préférer la lumière du soleil quand il fait jour? Ou encore si on peut régler l'intensité de son éclairage. Est-ce qu'il y a des petites erreurs du quotidien qui ont un vrai impact sur la facture? Je vais prendre un exemple concret. Vu qu'on était là-dessus, on parlait du chauffe-eau électrique. Je l'allume et Mhm. je l'oublie. Plutôt que de l'allumer avant d'aller à la douche, je l'allume et je l'oublie pendant 1, 2 semaines. Axel, ça peut avoir un réel impact sur une facture électrique. Alors oui, ça peut avoir un réel impact sur sa facture électrique. Après, je pense qu'on fait tous des erreurs de manière générale dans notre quotidien. Mais c'est vrai qu'on va retrouver aussi des erreurs plus fréquentes qui vont vraiment avoir un impact. Donc c'est aussi quand on va oublier de débrancher sa résistance sur le chauffe-eau solaire, Mhm. où du coup cette résistance, elle va chauffer l'eau du ballon, qui a un volume généralement plus important que le volume du cumulus. Mhm. Et donc ça va aussi avoir un vrai impact sur sa facture d'électricité. Aussi, on va retrouver quand on rentre dans une pièce et qu'il fait très chaud, ou alors ça vaut aussi pour la voiture, quand on rentre et qu'on a cet air un petit peu étouffant, on a tendance à mettre la climatisation à fond, Oui. alors qu'il serait bien plus efficace d'aérer dans un premier temps pour faire sortir l'air chaud et ensuite mettre la climatisation dans la pièce ou dans la voiture. Si je prends l'exemple de la voiture, je me tourne vers toi, Théo, puisque dans la voiture, c'est pas possible de mettre un isolant contre la chaleur. Mais à la maison, par exemple, si la pièce se réchauffe plus vite, il vaut mieux avoir quoi, un bon isolant, un climatiseur performant. Comment est-ce que ça se passe? Il vaut mieux avoir un mélange des deux? Bah, je vais rebondir un peu sur ce qu'ont dit Émilie et Axel plus tôt. Ma réponse, c'est les deux, idéalement, si c'est possible. Mais s'il faut choisir, en s'inspirant de la méthode Négawatt, la réponse vient d'elle-même. L'idée étant de réduire le besoin d'abord, Mhm. on va plutôt s'orienter vers un bon isolant qui va permettre de réduire son besoin de froid dans la maison et surtout aussi de garder le froid qui sera produit via la climatisation. Et après de réfléchir à comment satisfaire son besoin de confort thermique dans la maison de manière plus performante. Donc le climatiseur viendrait après, remplacer le climatiseur viendrait après bien isoler sa maison. Mhm. Et on peut même rajouter à ça que plutôt que de réfléchir forcément à un climatiseur pour avoir encore plus d'économie, de combiner le climatiseur qui existe déjà, quitte à le remplacer par un brasseur d'air ou un ventilateur qui va beaucoup moins consommer et permet aussi d'atteindre le même confort thermique.
C'était justement l'exemple que j'allais donner aussi, Émilie, c'est de pouvoir finalement trouver des alternatives. Il y en a toujours. On vient d'avoir l'exemple concret. Plutôt que d'avoir un climatiseur, prendre un ventilateur, ça suffit largement, par exemple. Alors ça dépend des cas, mais Bien oui, sûr. en tout cas, c'est une première étape, je pense, une première étape à avoir. Euh, Après, il y a plein de méthodes pour diminuer ce besoin de climatisation qui passe de la construction du bâtiment à vraiment son usage. C'est vrai que j'ai remarqué que certaines maisons, en fonction de comment est-ce qu'elles sont orientées, des fenêtres, etc., si tu as comment dire, du vent qui rentre à l'intérieur, ça te permet d'être plus à l'aise d'un point de vue de la température Ouais. qu'une maison ou un appartement qui est beaucoup plus fermé. Donc même ça, ce sont des choses à réfléchir en amont de la construction d'une habitation. Oui, oui, complètement. C'est toute une logique de réflexion, de conception bioclimatique. On va venir plutôt chercher à se protéger du soleil Mhm. pour limiter les apports solaires, à créer des ouvertures et à limiter les espaces très denses qu'on peut pas ouvrir pour favoriser la ventilation, favoriser la ventilation naturelle. Et voilà. Et donc tout ça, ça permet de limiter la chaleur qui va rentrer dans le bâtiment ou de mieux l'évacuer pour ensuite, s'il y a besoin de climatiser parce que pour des raisons de confort, ben, on va consommer quand même bien moins d'électricité. Alors, il y a quand même une question qui me semble intéressante à pouvoir répondre, c'est sur les factures d'électricité. Ouais. Il y a une contribution de solidarité sur l'électricité qu'on paye avec la facture d'électricité. Ouais. Là-dessus, on peut en parler rapidement de ce que Ouais, c'est. ouais, rapidement. Je pense qu'on a plein de sujets à traiter ensemble sur la facture pour cette contribution de solidarité sur l'électricité. C'est un montant qui est payé par tous les Polynésiens à hauteur de 6,3 francs par kilowattheure. Donc chaque kilowattheure consommé, on paye cette contribution. Son intérêt, c'est de faire en sorte que l'électricité coûte le même prix partout en Polynésie. Parce qu'il faut avoir en tête qu'en fonction du nombre de bâtiments qu'on alimente ou où on se situe, ça coûte plus cher de produire de l'électricité sur certains atolls ou sur certains archipels que sur Tahiti. Et pour compenser cette différence, il y a cette contribution qui est mise en œuvre pour, voilà, dans un souci d'équité, que tout le monde paye le même prix son kilowattheure. Finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Axel, on en parle de toutes ces astuces. Ça Mhm. fait déjà un moment que ça existe. On parlera du guide qui pourra vous aider en fin d'émission. Mais sensibiliser les familles, les jeunes à la maîtrise de cette énergie, c'est important. Alors oui, c'est important. Pour donner un exemple, dans une précédente édition d'un Taraniwira, Mhm. la moyenne des familles, elles ont réussi à économiser près de 13,5% sur leur facture, ce qui représente une diminution de 1200 francs par famille et par facture, uniquement via des éco-gestes. Donc tous ces gestes simples qu'on peut mettre en place. Puis aussi, la famille qui a gagné le challenge, elle a réussi à faire des économies de près de 50% sur sa facture. Waouh. Donc ça fait toujours une belle différence à la fin du mois. Et puis c'est juste des gestes justement simples que tu peux mettre en place directement à la maison. Alors justement, il y a des programmes d'accompagnement. Tu Mhm. nous parlais en début d'émission que vous accompagnez gratuitement les familles, les ménages. Est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées? On peut venir vous voir et directement essayer d'apprendre à mieux contrôler finalement sa consommation d'énergie. Ouais, totalement. Alors, comme je le disais, on a le challenge Tarani Wiraf sur 2 à 3 mois qui accompagne les ménages sur la réduction de leurs factures d'été, Mhm. où ils ont un suivi hebdomadaire, où on leur donne des conseils, des éco-gestes, où on vient directement les sensibiliser. On a aussi des permanences dans les communes, où les familles elles peuvent directement venir nous voir, que ce soit avec leurs factures d'été ou des questions qui sont liées à leur foyer. Ou alors, on est disponible gratuitement dans nos bureaux, par mail, par appel. Ou si quelqu'un veut un suivi vraiment personnalisé, on peut très bien le mettre en place. Justement, tant qu'à faire, si on veut sensibiliser efficacement, que ce soit les familles ou voire même les jeunes, autant essayer d'aller à l'endroit où il y a énormément de jeunes, à savoir les écoles, Théo, sensibiliser les écoles ou voire même les entreprises. Tu nous disais tout à l'heure que les entreprises consommaient énormément. Ça se fait encore aujourd'hui, ça continue à se faire. Ça peut complètement continuer à se faire. C'est l'une des tâches l'une des raisons pour laquelle l'ADEME et le pays financent ensemble l'espace info-énergie pour justement apporter ce soutien aux familles et aux particuliers. Et je vais revenir un peu sur ce que je disais sur les entreprises.
il n'y a pas que les parents qui consomment de l'énergie, les enfants aussi à la maison consomment l'énergie. Et là où les parents consomment également de l'énergie en entreprise, les enfants la consomment également à l'école. Bien Les sûr. écoles qui ont besoin de climatisation, d'eau chaude, de consommer de l'énergie pour la vie de tous les jours. Bien sûr. Et il y a un potentiel équivalent à obtenir en les sensibilisant, que ce soit à l'école ou en entreprise. Et ce que tu apprends en école ou en entreprise, tu peux le transposer après à la maison dans ta vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas de perte, entre guillemets, et il y a un réel intérêt à maintenir les efforts dans son quotidien. J'ai envie de dire tout le monde est gagnant finalement, puisque que ce C'est soit les jeunes, les familles, les entreprises, réduire sa facture d'électricité finalement, c'est pas si compliqué, c'est pas sorcier. Il suffit de suivre les conseils des professionnels qui sont par exemple sur le plateau, d'éviter les pertes inutiles. Vous verrez, vous les remercierez. Si vous n'avez pas tout retenu, n'hésitez pas, l'émission est disponible en replay sur tntv.pf, mais vous aurez aussi les meilleurs sites de référence en fin d'émission. Mais. Avant, retrouvons Yann Wolf, directeur des activités ENR et de la maîtrise de l'énergie d'EDT dans vos questions express. Yolanda, donc Yann Wolf, je suis directeur des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie dans le groupe EDT Engie, et donc je suis là pour parler avec vous de maîtrise de l'énergie. La première chose pour l'ensemble de nos clients, c'est de réaliser leur autorelève, c'est-à-dire de relever eux-mêmes le compteur chaque mois, puis de le communiquer à EDT avec les nombreux outils qu'on a mis en œuvre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, déjà, vous allez payer très exactement ce que vous avez consommé. C'est la première chose à faire pour comprendre sa consommation. Parce que sinon, vous êtes sur un rythme de relève à 4 mois, et vous allez avoir des à-coups de facture qui sont difficiles à comprendre, et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça augmente ou ça baisse en fonction de ce que vous faites. Je l'ai déjà dit, mais chauffe-eau électrique mal réglé, chauffe-eau solaire avec des résistances d'appoint qui sont mal gérées ou qui sont utilisées de manière trop importante. On voit des factures qui atteignent 50 à 100 000 francs par mois, mais c'est que du gaspillage. Surutilisation de la climatisation. Ou mauvaise utilisation de la climatisation, ou manque d'entretien sur la climatisation, ou climatisation extrêmement vieille. Que ce soit sur les clims, sur les machines à laver maintenant, sur les réfrigérateurs, on a des inverteurs qui font gagner 50 à 60% de consommation par rapport aux générations précédentes. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut moderniser ces appareils. La première des choses, soit il peut payer, il paye et il passe en autorelève pour éviter ça pour le futur. Et s'il n'y arrive pas, tout de suite, il faut prendre contact avec l'agence EDT la plus proche ou appeler EDT Info Conseil au 40 86 77 86. Il ne faut surtout pas ne rien faire, parce que ça va entraîner des frais de relance, ça va entraîner des frais de coupure, ça va encore augmenter la facture et vous envoyer vers le contentieux. Aujourd'hui, on a fait des pilotes sur des clients en difficulté sociale qui avaient des problèmes de facture et on est en train de discuter avec le pays pour mettre avec les services sociaux en place un système pour aider ces gens-là, où nous, dans le cadre de notre contrat, on ferait de l'analyse de leur consommation, on les aiderait à mieux comprendre leur consommation, et puis après, il va falloir trouver un moyen social pour les aider à améliorer les appareils. Nous sommes en train de tester des nouvelles applications qui permettent aux gens de comprendre par eux-mêmes leur consommation. C'est des dispositifs qu'on va mettre à proximité du compteur électrique et qui, avec de l'intelligence artificielle, vont reconnaître comment on consomme. C'est-à-dire quand tu démarres le four, quand tu démarres la machine à laver, l'appareil va reconnaître et dire tiens, ta machine à laver, elle a consommé 2 kWh pour faire la lessive. Et en fonction de l'expérience de l'application, elle va te dire c'est beaucoup trop, attention tu laves beaucoup trop chaud, ou c'est pas normal parce que tu dépenses 10 kWh par mois de machine à laver alors que la moyenne en Polynésie devrait être de 4 par exemple. Attends. On va pouvoir terminer votre émission avec les différentes thématiques qu'on vous donne, les différents sites internet, et on va commencer avec
Blog.edt.pf, éteindre les appareils en veille, éteindre les lumières non essentielles, s'éclairer à la lumière du jour, ne pas laisser son réfrigérateur ouvert trop longtemps, ça c'est surtout pour les enfants. Bref, Yann Wolf en a déjà parlé, même nous sur le plateau on en a déjà parlé, mais vous avez plein de petites astuces sur ce site. Et enfin, on a service-public.pf/SDE. Ici aussi des exemples concrets, mais en plus de ça, c'est dessiné avec Miti, Oura et Kaina, 3 éco-Aina qui vous donnent des bonnes astuces avec votre réfrigérateur, votre four, votre lave-vaisselle, votre machine à laver, vos ampoules et même votre climatiseur. Faites attention à votre chauffe-eau électrique, c'est surtout ça qui pompe. En image, si vous voulez réduire votre consommation énergétique et donc diminuer votre facture d'électricité, ce guide est fait pour vous. Et voilà les amis, j'espère que cette émission vous sera utile à la maison, que pendant l'émission, vous êtes allé éteindre la lumière des toilettes qui restait allumée parce que vous l'aviez oublié. Merci beaucoup, Émilie, d'être intervenue sur notre émission aujourd'hui. Merci à toi. Merci aussi Théo pour toutes les petites astuces que tu nous as apportées. Avec plaisir. Et Axel, on n'hésite pas à vous prendre contact directement avec vous si jamais on a besoin de pouvoir être accompagné. Complètement, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur TNTV pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée. Maururu itotatou farerir a trahoma parhen.